va parler, comme on vous le disait en préambule, avec des acteurs importants de l'amont et de l'aval agricole et alimentaire, sur comment croire à l'avenir quand demain fait si peur. Et pour en parler avec nous, eh bien d'abord, vous le connaissez, Gilles Conan, qui est le directeur général adjoint de la Boulangère. Bonjour Gilles. Michel Biraud, encore une fois, voilà, l'ancien, il a plus ses baskets tricolores, ancien patron, et puis surtout grand défenseur de la cause agricole, qu'il a toujours été, et surtout quand il était patron d'une grande enseigne. À ses côtés, Jérôme Chapon, éleveur, agriculteur, à Coutances, dans la Manche, 330 Holstein, 300. On est plusieurs sur l'exploitation. Vous êtes plusieurs. Et surtout patron de l'APLBC, qui est une opération de producteur du futur. On va vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Jean-Marie, le triathlète, enfin en tout cas l'homme de l'ultra-trail, qu'on ne présente plus. Et puis vous avez entendu tout à l'heure parler Jacques Trottier, président du groupe Labéry Fine Food. La première question, notamment autour du label agriéthique et surtout sur les craintes pour demain. J'entendais tout à l'heure votre confrère parler de l'amont agricole et de l'approvisionnement. Est-ce que dans le canard, notamment, il y a des craintes concernant l'approvisionnement ? On est dans de la filière animale, hein, donc je pense qu'il faut être très prudent. On a eu, comme vous le savez, des épisodes de grippe aviaire. Alors c'est sur un autre sujet qu'on a traité à travers la vaccination. Donc le sujet de l'amont et de la sécurité de l'approvisionnement est un sujet très important. Au-delà de tous les engagements qu'on a à travers Agriéthique, c'est un sujet très important. Ça me permet de parler d'une petite anecdote peut-être, parce qu'il y a toujours dans une table ronde un mec qui est plus malin que les autres et qui va dire c'est moi qui ai démarré en premier, etc. J'aurais juste, et j'y suis absolument pour rien, mais Labéry, Robert Labéry, qui était on va dire un petit landais dans les années on va dire 40-50, a commencé à l'époque. Le canard, on l'élevait que 3 mois par an, c'était pour la fin d'année. Et lui, il s'est dit, mais comment je vais réussir à embarquer un certain nombre d'éleveurs, de gaveurs là-dedans? Et pour la première fois, mais très tôt, il a dit, moi, je vous garantis l'écoulement de vos produits et vous allez élever vos canards tout au long de l'année. Et moi, je vous achèterai vos canards, globalement, et ça sera mon boulot. Je suis vendeur, je vends dans les halles de Bordeaux, etc. Je me débrouillerai, etc. Donc, cette espèce de contractualisation qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, c'était il y a peut-être 60 ou 65 ans. Donc, je trouve que c'est une belle histoire parce que, quelque part, ce qu'on fait là maintenant... Le monde de la filière était tout de suite réceptif parce qu'on sait que parfois, le monde agricole est un peu dogmatique, surtout quand on parle d'élevage de canards. Le monde de la filière, à l'époque, c'était un bien grand mot. Hein. Le monde de la filière, c'était un petit entrepreneur qui allait voir les éleveurs qui étaient à côté de chez lui et qui allait leur dire moi je crois en vos produits, je pense que je peux les vendre et je m'engage à vous les vendre toute l'année et à faire en sorte que vous ayez du coup un revenu qui soit garanti toute l'année. Donc cet engagement-là, il est un peu dans notre ADN, dans nos gènes, et quand, avec l'aide d'Emmanuel, on a lancé cette approche agriéthique, on se sentait assez à l'aise parce que nous, de proximité, alors déjà, un de nos 2 actionnaires est une coopérative, qui est la coopérative Lurberry. Donc cette proximité vis-à-vis de l'amont agricole, c'est quasiment du quotidien pour nous. Donc c'est quelque chose de très important. Donc oui, sécuriser l'amont en quantité et en qualité, c'est quelque chose d'important. Et surtout sécuriser les producteurs pour qu'ils se disent moi j'ai envie d'investir dans des bâtiments, j'ai envie, j'y crois. Il y a un renouvellement de génération, comme vous le savez, c'est valable dans toutes les filières animales, mais un renouvellement de génération. Quand vous êtes cogné depuis 2015 7 ou 8 épisodes de grippe aviaire, vous avez intérêt à avoir un projet qui soit un peu sexy et surtout qui soit durable pour qu'il s'engage durablement dans cette filière. Gilles, alors, on parlait de la Berry, mais enfin, en tout cas, la boulangère a été quand même super, méga, hyper pionnier dans cette démarche agrétique. Tout de suite aussi, l'objectif, c'était sécuriser la pro en bio et en conventionnel. Ça a été ça le mantra dès le départ ? Je voulais faire le petit malin en disant que la boulangère avait été la première entreprise. J'ai un peu provoqué exprès. Je sais que ça marche toujours, ça. Mais bon, j'ai compris que les plus malins, c'était la Berry. En fait, la démarche agriétique, elle a commencé alors bien après la Berry. C'était dans les années 2000. Il y a eu un premier soubresaut au niveau du prix des matières premières. C'était le blé en 2008-2009 à peu près. Et la boulangère, c'est quoi? La boulangère, c'est une entreprise vendéenne qui est présente sur un marché de pain, viennoiserie, brioche, qui était dirigé à l'époque par des boulangers, un boulanger et une boulangère, un couple d'artisans,
qui avait un focus plus sur la qualité des produits, sur le développement de l'entreprise, et qui a été perturbé à ce moment-là par une inflation forte sur le prix du blé. Donc, par rapport à ça, la boulangère fait partie d'un groupe, et comme tout groupe qui se respecte, il y a quelquefois des démarches un peu financières, et on s'est dit il faut qu'on trouve une solution pour pallier la hausse du prix du blé. Et à l'époque, moi je viens de ce monde-là, un peu de la finance, mais de second niveau, et on m'avait demandé de travailler sur des couvertures marché auprès du Matif, enfin sur le Matif, sur les bourses. Et à l'époque, la personne qui représentait la boulangère auprès d'AEF, qui nous a quittés cette année, qui s'appelle Pascal Pubert, qui est une figure emblématique de l'AEF, était sur les achats. Et avec lui, on avait essayé de trouver une solution différente. Et cette solution différente, ça avait été de travailler sur des contrats durables avec les agriculteurs. Et on a commencé même avant le label Agriéthique. Ça n'a pas été simple. Le petit malin. Ça n'a pas été simple parce que Pascal nous racontait à l'époque que les premières réunions, il y a eu des claquements de porte quand même, dès lors qu'on a commencé à ouvrir les livres de compte et à essayer de trouver une solution qui satisfasse tout le monde. Il faut le raconter, il a fallu quand même être extrêmement tenace. Parce que c'est novateur. Quelque part, quelque chose qui n'existe pas, c'est toujours difficile à faire comprendre. C'était les claquements de porte, je pense que ça venait des produits du monde agricole, mais ça venait aussi de la boulangère. Nous, on voulait de la transparence. C'est pas quelque chose qui est naturel. Et malgré tout, aujourd'hui, on travaille en transparence totale, puisque nous, on se refuse de négocier le prix qui est servi aux agriculteurs. Ce n'est pas notre responsabilité, c'est la responsabilité du partenaire de la filière, donc en l'occurrence sur le blé, ça va être la CAVAC. Nous, on ne s'intéresse pas à ce prix-là. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut le dire, le prix aujourd'hui sur le Matif de la tonne de blé conventionnelle, la tonne 160 de blé, non, un peu plus quand même. Un peu plus, Tu veux plus Moi, j'aurais dit 190, non 185. 185. Et vous la garantissez 266,50. Voilà. Cette année, c'est quand même particulier. Oui, mais quand même. On sait que dans ces périodes-là, la tentation du pire pourrait être grande. Et là, quand vous prenez des engagements comme cela, ça permet évidemment de rassurer quand même le producteur qui est au bout de la chaîne alimentaire et vous continuez à vous engager, ce qui est extrêmement courageux. C'est du miel quand même pour toi, Jérôme. Là, quand on parle de l'amont agricole, la garantie des prix, toi, tu viens et tu grandis dans le lait. Comment se sont passées les premières négos avec la PLBC, avec LSDH, avec Novandi et ainsi de suite, quand on a voulu parler d'approvisionnement, de sécurisation d'approvisionnement, de droits et de devoirs pour chacune des deux parties? C'était aimable comme discussion? Ouais, c'est devenu. Alors, je rappelle un petit peu l'histoire. Aujourd'hui, la PLBC, on est quand même sur 30 départements, on est 800 producteurs. Et à la base, la PLBC, c'est l'organisation de producteurs d'une petite laiterie que tu as citée, qui s'appelle la laiterie de Saint-Denis de l'Hôtel. Et puis, on a intégré aussi l'amont laitier d'Andros Ultra Frais il y a 2 ans. C'est ce qui fait qu'on a accompagné le développement de nos industriels en reprenant des producteurs. Juste pour rappeler un petit peu l'histoire. Et en fait, qu'est-ce qui a fait qu'on a, entre guillemets, pu grossir? C'est parce qu'on fait envie aux producteurs. Pourquoi on fait envie aux producteurs de lait de rentrer dans notre modèle? Parce que notre modèle, depuis déjà des années, avec notre premier industriel et notre deuxième Andros, on est dans une contractualisation complètement transparente. Et tu parlais de négociation. Nous, la négociation, c'est pas avec notre industriel qu'on le fait. C'est ensemble avec l'industriel que l'on fait la négociation de la matière première agricole. Si tu veux, c'est pas avec l'industriel qu'on négocie le prix prix du lait payé au producteur, mais c'est directement avec le distributeur ou un autre client, que ce soit grande distribution ou RHF. Donc quelque part, notre premier industriel n'avait pas tellement le choix non plus. Il est quand même dans le centre de la France. Je vous rappelle que le centre de la France, c'est pas la région de la France la plus dynamique en lait. Il n'avait pas le choix que de se démarquer. Et puis, petit à petit, il a essaimé ses petites graines avec l'organisation de producteurs que je représente. Aujourd'hui, on le fait avec Andros. On le fait aussi demain, à partir du 1er janvier 2026, au travers de la démarche agriéthique, sur tout un modèle qu'on ne connaissait pas jusqu'à aujourd'hui, qui est la RHF.
RHF quand même. Hein, et la RHF, souvent, est quand même décriée dans le monde, on va dire, paysan, entre guillemets, au bon sens du terme. Et à un moment donné, c'est un label, nous aussi, qui nous permet d'être reconnus, quand même. Il faut le savoir. Et la RHF, c'est quand même ce lien direct qu'on a avec le consommateur, quand même. Hein. On est dans le produit directement consommé. Et voilà. Tu disais tout à l'heure, évidemment, négociation avec évidemment le transformateur, mais surtout, au bout de la chaîne alimentaire, la grande distribution. Hein. Et Michel, je sais que pendant des années, tu t'es battu, évidemment, pour porter la voix des agriculteurs et surtout faire valoir ce modèle. Je me dis, mais pourquoi c'est pas, on en parlait tout à l'heure sur l'agri-éthique, qui ne devrait même pas être un sujet, c'en est un. Pourquoi le monde de la grande distribution n'impose pas cette démarche, et en tout cas du tripartite et du label agri-éthique, comme un prérequis, j'allais dire, fondamental? Alors, effectivement, tu ne vas pas apprécier, Ludovic, mais pour moi, agri-éthique ne devrait pas exister, en fait. Parce que, je sais pas, c'est du bon sens. Un paysan qui produit du lait ou des patates, il devrait juste vivre de son travail, comme nous tous, on vit de notre travail. Donc, agri-éthique ne devrait en soi pas exister, parce que ça devrait être logique. Mais comme le disait mon voisin de droite, en France, on n'a pas la culture de la transparence. On a une autre culture qui est celle de l'opacité. On cache tout. Rien ne doit être transparent. Et donc, on arrive à des aberrations, et pendant trop d'années, et aujourd'hui encore, il ne faut pas se leurrer, hein, c'est pas parce que Agri-Éthique fait 911 millions de chiffre d'affaires sur un global distri GMS de pas loin de 200 milliards, je pense. Ça reste une goutte d'eau, mais bravo, hein, je défends et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Ce que je veux juste te dire, c'est que on est dans un pays où il n'y a plus de volonté. Et donc, il y a 50 ans, les paysans, ils étaient dans la rue, ils pétaient tout. Aujourd'hui, ils le sont. Dans 5 ans, ils le seront encore. Parce que c'est comme ça et parce qu'on est dans un monde d'opacité, de non-dit, alors que ça devrait être tellement simple. Et on a toujours commencé à l'envers. Oui, il faut le prix bas. Oui, il faut un litre de lait à 68 centimes pour le consommateur. Pourquoi ? Moi, je suis sûr, et je défendais à un moment donné auprès de M. Macron, un lait à 1 euro. On achète bien, enfin vous tous, moi y compris, hein, pour mes enfants, on achète bien du coca à 3 balles le litre. Et ça nous emmerde de payer 1 euro le litre de lait. C'est quand même très con. Alors qu'il y a un paysan français qui vit de son métier. Et à 1 euro, il vit bien. Hein. On est d'accord. Mais à 70 centimes, il vit plus, quoi. Et donc, c'est la course à la guerre des prix. J'en ai fait partie pendant quelques années. Pour, au final, donner les miettes au monde agricole. Et au milieu de tout ça, entre le paysan qui ne gagne pas sa vie et le consommateur qui, lui, on l'a dit aussi tout à l'heure, il est un peu schizophrène ou bipolaire. Hein. Il veut tout et son contraire. Il veut du pas cher, mais de l'équitable. Il veut du pas cher, mais de l'environnemental. Enfin, il veut tout, quoi. Mais ça ne marche pas. Mais je suis sûr que si demain, et vu qu'il n'y a pas de volonté collective, si demain on légifère et on dit en dessous d'1 euro, on ne peut plus vendre un litre de lait, moi je suis sûr qu'on ne vendra pas 1 litre de moins. C'est une évidence. Hein. On continuera à boire du lait tous les matins. D'ailleurs, si vous achetez des promos à moins 50% le litre de lait, tiens, c'est drôle, vous en buvez pas 2 bols le matin, quoi. Ouais. Donc c'est des conneries tout ça. Hein. C'est que de la flûte. Et il y a d'ailleurs plein de pays où il n'y a pas de promo et ça fonctionne tout aussi bien, quoi. Donc voilà. Mais moi je pense qu'il faut de la transparence et de la confiance dans toute la chaîne alimentaire pour demain pérenniser, en tout cas pour que le monde agricole et les relations entre le monde agricole et tout le reste de la chaîne fonctionnent avec du bon sens paysan. Jacques, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Michel? Vous, consommateurs, vous chez La Berry, réclame plus de transparence de la part de la marque et aussi des relations que vous avez avec l'amont agricole? Est-ce que ça crée de la préférence? Nous sommes tous citoyens et consommateurs et suivant comment on se réveille, on oppose toujours la fin du mois et la fin du monde. On est toujours dans cette parfaite, on va dire, en ambivalence quelque part. Moi, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que si on commence à prendre les sujets de juste rémunération des producteurs comme des sujets de contrainte, ça ne va pas aller très très loin. Nous, on en fait un axe de compétitivité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se met dans une démarche de responsabilité avec une filière, on le fait parce qu'on pense qu'on va être préféré, et si on arrive à bien le vendre, hein, on va être préféré en tant qu'entreprise auprès des distributeurs,
et on va être préféré en tant que marque auprès des consommateurs. Et quand on arrive à renverser le sujet, Ludovic, tu en parlais tout à l'heure, quand on arrive à faire en sorte que ce soit un sujet de compétitivité et qu'à un moment donné, un sujet de préférence, ben, c'est là où on commence à mettre le modèle dans le bon sens. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident, hein. On a vécu l'année 22, 23 et le milieu de l'année 24 avec un choc inflationniste mondial qui a juste été... C'était vachement facile de rabaisser dans l'agenda, dans notre to-do list, on va dire. Certains l'ont fait, certains l'ont fait. Certains l'ont fait. Je sais qu'en interne, on s'est dit, non, c'est parce que pas mal de gens ont mis sur pause ou au frigidaire les sujets de responsabilité auprès des filières. C'est dans ces moments-là qu'il faut accélérer. C'est dans ces moments-là qu'on crée de la différence. Donc je pense que c'est un vrai sujet de compétitivité. Et si on a, et je dis pas que c'est simple, hein, parce qu'on a tous des contraintes, on a tous des négociations. J'ai bien aimé le sujet de l'opacité parce que on a la chance, nous, de ne pas être présent qu'en France et d'être présent en Angleterre, mais je vais vous assurer que c'est le jour et la nuit. En Angleterre, C'est-à-dire les distributeurs, ils sont contents que les fournisseurs se portent bien et donc que leur amont se porte bien. En France, dès qu'on commence à avoir des micro-bons résultats, tout de suite, on se fait taper, on se fait ramasser dans les box en disant, mais attends, hors de question, etc. Alors qu'en Angleterre, on est à livre ouvert, on partage les matières, il se trouve qu'on fait les mêmes métiers. Le saumon, on le fait en France et en Angleterre. C'est juste, est-ce que les distributeurs anglais sont moins bons? Je ne pense pas. Alors, quand je dis ça, je ne veux pas taper sur la tête des distributeurs, c'est le couple industriel-distributeur qui est sûrement en France, la filière la plus conne du monde. Sûrement. Parce que je pense qu'il y a vraiment des trucs à faire dans la transparence. Pardon, mais en France, il faut juste le rappeler aussi, je le disais souvent, on est le seul pays au monde, il y a des lois qui régissent les négociations entre distributeurs et industriels. On est quand même un pays de trou du cul, pardon. On parlait quand même de marque courageuse. Je me souviens à l'époque, Gilles, la boulangère qui, de la part d'un grand distributeur, souhaitait faire passer des hausses, notamment sur la partie bio, et que la boulangère a eu le courage de déréférencer d'eux-mêmes ses produits. Vous êtes un peu fou quand même à la boulangère, à un moment donné, prendre un tel risque. Je ne citerai pas le nom de l'acteur de la grande distribution, mais choisir, décider d'enlever ces produits d'un rayon parce que vous ne voulez pas faire passer les hausses, ce qui pourrait mettre en cause l'équilibre dans l'ensemble des processus que vous avez monté notamment avec l'amont alimentaire, c'est quand même assez courageux. C'est pas ce témoignage-là que je voudrais reprendre, mais ça se fait. Ça se fait pour plein de raisons. Je voudrais rebondir sur l'avantage compétitif que peut donner AEF. Ça marche. Ça dérange pas. Non, super. Pour prendre un exemple concret, suite post-Covid, il y a eu une forte inflation. Et cette forte inflation, en fait, nous, on est AEF, donc sur notre marque, sur nos marques. On a 4 marques aujourd'hui qui sont AEF. On ne l'est pas évidemment sur la MDD, les marques distributeurs. On ne l'est pas non plus à l'étranger. Sur la MDD, sur ce qu'on vend à l'étranger, on a eu des phénomènes inflationnistes très très forts post-Covid et qui ont été de nature à modifier même la structure de notre activité, qui l'ont perturbé. Lorsqu'on est basé sur des produits payés le juste prix pour l'agriculteur et qu'on arrive à ce que la grande distribution l'entendent, ça a été très très long, mais ça commence quand même à être entendu au niveau de la grande distribution. Ça nous a permis aussi de maintenir avec nos marques la boulangère des prix qui sont restés relativement stables pendant cette forte période d'inflation. Donc c'est un avantage global et concret d'adhérer à AEF. Suite à cette inflation, il y a eu un autre phénomène, c'était la hausse du chocolat. On est assez fort sur le pain au chocolat. Bon, le pain au chocolat, il y a beaucoup de chocolat et le chocolat, malheureusement, c'est assez cher. Là, on n'a pas eu de phénomène de protection. On a eu des phénomènes d'inflation extrêmement forts, y compris à marque, pour le coup. Et on voit que c'est très, très complexe de revenir à quelque chose de plus pérenne, de plus durable. Et toutes ces modifications, quand même, sont de nature assez structurelle. Grâce à AEF, nous, on arrive à avoir des prix à peu près stables dans le temps. Donc, c'est un vrai avantage. Et c'est comme ça qu'on le voit. Jean-Marie, avec les équipes d'Agriéthique, là, quand tu vas voir des prospects, ça, c'est j'allais dire, un argument clé. Le fait qu'encore une fois, ça fonctionne, même quand on sait qu'il faut s'engager sur la durée. Exactement. C'est-à-dire qu'effectivement, le principal élément qui font engager les nouveaux partenaires, c'est la sécurisation des approvisionnements pour l'acteur aval. Et c'est aussi pour l'acteur amont et pour le producteur d'amener de la stabilité, de la visibilité sur le prix d'achat de sa matière première, pour lequel, individuellement, il a peu le jeu sur la détermination de ce prix.
Et en fait, je dirais qu'à chaque fois qu'on accompagne un partenaire ou un projet de filière, il y a toujours la comparaison au marché et que dans l'instant, il y en a toujours un qui gagne et un qui perd. Et typiquement, la première phrase que je dis, apprenez à oublier cette référence-là. Le temps que vous allez passer à vous écharper, à négocier le prix, vous allez le passer à construire une filière, à construire un cap commun et qui va vous permettre aussi de travailler autre chose que la question du prix, mais aussi la question de la stratégie aussi environnementale. Et derrière ça, ce que je veux dire, c'est que quand on parle de sécurisation des débouchés, on voit bien aussi que tout l'enjeu, quand on voit les aléas auxquels on est confronté, c'est comment on va avoir une matière première et comment on va réussir à la produire dans le temps. Et donc, je pense qu'il faut consacrer, et l'outil Agritic, il est là pour ça, c'est pour gérer le jeu de relations amont-aval pour que vous puissiez anticiper ce qui va arriver pour avoir des produits à proposer et une alimentation produite en France à proposer aux citoyens français. Jérôme, toi, tu es au début de la chaîne alimentaire, un éleveur. Pour faire du lait, il faut des éleveurs. Et on sait qu'il y en a de moins en moins. Est-ce que ce genre de démarche est de nature à donner envie de s'investir sur un secteur d'activité qui s'appelle l'élevage laitier, qui a été pendant très longtemps dégrillé avec un peu une image à la Dickens? Oui, bien sûr. Après, si vous voulez, quand on est producteur de lait, au-delà de l'aspect économique des choses, on a besoin de visibilité et de pérennité un petit peu dans le temps quand même. Parce que j'ai presque envie de dire, n'est pas producteur de lait qui veut. C'est un peu vrai quand même. C'est quand même un boulot assez fastidieux. C'est 7 jours sur 7, presque 24-24. Et les vaches, ça ne s'arrête pas de traire du lait. On a parlé de renouvellement de génération. Je pense que s'il y a bien un secteur, le secteur bovin en général, si on parle de problématique de renouvellement de génération, on est en plein dedans. Donc cette visibilité qu'on va apporter au travers d'Agriéthique ou autres labels, j'englobe un petit peu tout le monde, hein, mais c'est ce qu'on va aussi pouvoir donner aux jeunes qui vont s'installer, mais aussi aux partenaires. À un moment donné, le jeune, quand il s'installe, il a besoin d'un industriel, il a besoin d'un banquier aussi. Et si on peut apporter de la visibilité au travers de tout ce qu'on fait, c'est que mieux. On a parlé beaucoup de grande distribution. Tu as parlé d'amont, aval, Jean-Marie. Moi, j'aime bien parler de partage de valeur. Parce qu'à un moment donné, c'est un petit peu oublié. C'est pas qui. Tu as dit, on est tout le temps en train de regarder qui perd le plus, qui gagne le moins. Mais nous, on parle de partage de valeur. Et c'est ça qui est important. C'est qu'à un moment donné, dans un produit, tout le monde doit gagner sa vie, un minimum. Et il faut quand même pas oublier de rappeler que souvent la grande distribution est décriée. Alors, je vais pas, mon but n'est pas de la décrier, bien au contraire, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas l'industriel ou les industriels qui en face acceptent d'être transparents. Hein. Pour nous, le producteur, c'est pas compliqué d'être transparent. En plus, souvent, tout le monde connaît notre vie et on affiche nos résultats par le biais de divers organismes, ce qu'on gagne ou ce qu'on ne gagne pas assez. C'est pas le cas de tous les acteurs dans l'industrie du lait. Dans l'industrie du lait, mais comme chez beaucoup d'industriels, la transparence, c'est trop tabou. Voilà. Michel, dans cette compétition complètement folle entre les acteurs de la grande distribution, est-ce que ça crée de la préférence de marque? Bien sûr. Je pense que ce qui est important de redire pour la distri aujourd'hui, le premier défi d'un distributeur, pour moi, c'est plus le prix. Et si on parle de c'est un peu fou de dire ça quand on l'entend, le discours ambiant. Pour moi, le premier défi, en tout cas quand vous avez 1500 magasins en France, c'est d'avoir la cam. Et donc, évidemment, quand on commence à au juste prix. Certes, au juste prix, mais si tu as le meilleur prix et que tu as tes rayons vides, tu le vendras pas, ton produit. Donc, il faut la marchandise. Et donc, oui, le prix est évidemment important, mais il faut pérenniser les filières, il faut contractualiser. Et, parce que finalement, un paysan, dans sa vie, il a 40, 45, ça dépend des paysans, mais 45 campagnes, quoi. Il n'en a pas 100. Il n'en a pas 200, donc il faut absolument lui donner de la visibilité pour qu'il puisse investir, pour qu'il puisse renouveler les machines, etc. Bref, ce que fait tout entrepreneur. Et pour ça, il faut contractualiser, mais pas faire un coup marketing et dire « super, moi je bosse, et mettre une photo en haut d'un rayon et dire « moi je bosse avec les paysans et c'est sympa ». Mais non, il faut leur donner de la visibilité en signant des contrats sur 3, 4, 5, 10 ans peut-être, pour leur garantir un volume et qu'ils soient assurés d'avoir un revenu pour pouvoir continuer à produire et à investir. Et donc, et quelque part, c'est
fameux contractualisation, moi je les appelais les tripartites, où un jour Jérôme est venu me voir en me tapant, en me disant mais on va tous crever, et on a dit ok, mais c'est quoi ton prix du litre de lait, et on s'est tapé dans la main, et c'est comme ça que c'est Donc parti. toi, c'était une vision extrêmement pragmatique. De quel que soit le prix, d'abord, pensons à la pro, et après, on va remonter sur l'échelle de valeur et parler de prix. Bah oui, et de... on parle tous de souveraineté alimentaire française, de made in France, d'origine France. Mais si on veut demain avoir de la production française, bah, à un moment donné, faut les rémunérer pour qu'ils puissent vivre et puis qu'ils puissent continuer à produire. C'est aussi simple que ça. Et une fois qu'on a ces... Et en plus, d'où c'est parti, juste pour la petite anecdote, les fameuses tripartites de 2015, quand je les ai lancées, c'est qu'on se faisait taper les magasins parce qu'ils étaient en colère. On avait des millions d'euros de dégâts dans les magasins. Et on se disait, mais on est complètement cinglés, quoi. On paye pour réparer la colère des agriculteurs, qui était justifiée, quoi. Et donc, on a pris cet argent et on est allé les rencontrer au salon d'agriculture. On a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et finalement, en payant 50 centimes le litre de lait, derrière, c'est pas... Et encore une fois, un supermarché, c'est 40 000 refs. Là, on parle du monde agricole. C'est pas les 40 000 refs. Je veux dire, tout le monde s'en fout. Et Jérôme le premier, de savoir combien gagne un distributeur sur un pot de crème Q10, quoi. On s'en fout, sur un shampoing. Donc, oui, il faut, si on veut demain avoir de la production française, il faut... Et comme il y a, encore une fois, pas trop de volonté, pourquoi pas inscrire les tripartites dans une loi et obliger à commencer par l'amont agricole et à dire, bah voilà, un litre de lait, finalement, on ne peut pas l'acheter en dessous de 50 centimes. Jacques, on sait qu'Agriéthique est un label qui est porteur de sens, qui est porteur de valeur, mais chacun place la vertu, la valeur où il le souhaite. Moi, j'appelle ça les injonctions sociétales. On sait qu'aujourd'hui, là, depuis un petit moment, il y a la grande révolution végétale, et puis le monde de la viande et du canard est par certains décrié. Comment on parvient à maintenir le cap malgré ces pressions sociétales qui sont parfois injustifiées? On le verra d'ailleurs notamment sur le bio tout à l'heure. Moi, je pense que quand on arrive à maintenir un cap, c'est déjà qu'on en a un. Et je pense que ce qui est important, c'est d'avoir un projet d'entreprise et qui fasse sens auprès des collaborateurs, bien évidemment, mais après de toutes les parties prenantes externes. Et je pense que nous, ça c'est dur à encaisser quand même. Ces coups de boutoir permanents sur mais, le gavage du canard, sur la souffrance animale. Que ce soit pour une entreprise, soit pour des consommateurs, c'est bien de raisonner sur un temps long, un temps très très long. Vous savez, il y a des allers-retours, des choses comme ça, etc. Chaque année, le canard, sur le foie gras, on fait la même enquête pour savoir est-ce que vous allez consommer du foie gras à Noël. La réponse est la même depuis, moi ça fait 22 ans que je suis à la Berry. Chaque fois, on a entre 89 et 92% des Français qui vont consommer du foie gras à Noël. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense. Peut-être que les 1, 2, 3, 4% font beaucoup de bruit. Ouais. Mais voilà. Après, donc c'est pour ça que je parle à un moment donné de temps long. C'est-à-dire qu'on a aussi une responsabilité, c'est que les consommateurs, les citoyens regarderont l'alimentation de demain en fonction de ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que l'exemplarité, la virtuosité quelque part de ce qu'on est en train de mettre en place dans ces accords tripartites, dans tout ce qu'on met en place, et Agriéthique France nous permet d'aller jusqu'au bout de cette démarche-là, c'est quelque chose qui va aussi donner de la réassurance aux consommateurs. Et je pense que là-dessus, ces sujets on va dire d'injonction sociétale, ce sont des sujets qui ne sont pas des sujets stables et qui sont une fatalité. C'est aussi ce qu'on en fait. Comment on envisage l'alimentation de demain ? Quelle valeur on veut accorder à cette alimentation de demain? Parce qu'aussi, il y a un vrai sujet, peut-être que vous allez l'aborder, mais c'est demain, est-ce qu'on doit aller vers un modèle low cost d'alimentation, ou est-ce que demain, on doit avoir une alimentation qui soit à un prix juste? Et qu'est-ce qu'on fait pour... Alors, c'est peut-être plus facile pour nous, parce qu'on n'est pas sur des produits quotidiens. Donc, c'est peut-être plus facile aussi, je l'admets, je l'avoue, dans certaines catégories de produits, quand on est sur de l'achat plaisir, de faire en sorte qu'on mette la bonne valeur ça sur compte, ça compte. Mais c'est important. On sait que le plaisir est une dimension très importante à l'alimentation. Surtout en ce moment. Voilà, il y a certains aliments plaisir qui devraient être même remboursés par la Sécu, tellement ils font du bien. Le foie gras, au mental et donc à la santé des gens. Mais je pense que c'est ça aussi. C'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à défendre ce modèle-là, et que je pense que l'approche AEF y contribue, et que dans nos entreprises, il faut qu'on soit dans le temps long. On a une chance incroyable, c'est qu'on a ce que j'appelle moi le privilège de l'action. C'est-à-dire qu'il faut on voit là depuis quelques mois, nos politiques s'écharpent pour savoir un peu si on va réussir à avoir un budget, etc. Nous, on agit tous les jours. Alors à notre petit niveau, spécial dédicace à tous les fans de la parabole du colibri, mais nous, on agit tous les jours à notre petit niveau.
Et tant qu'on agit comme ça, on a l'impression de contribuer pour faire demain qu'on aura une alimentation qui soit encore plus saine, encore plus juste, et qui nous permette d'assurer un modèle de souveraineté qui sera, comme tu le disais Michel, c'est juste faire en sorte que ce modèle continue à tourner et qu'on ait demain des producteurs qui continuent à s'installer, à investir et à être justement rémunérés par rapport à ça. Gilles, la question se pose aussi chez la boulangère. Moi, je me souviens d'avoir connu à l'époque Franck, président aujourd'hui de Agrétic, qui venait juste de convertir en bio. Tu étais en pleine conversion. Et ça répondait évidemment à une injonction aussi sociétale, une demande de marché. Mais on a vu que cette demande de marché, à un moment donné, elle a fait, comme dirait Feu, notre président, pchit, elle s'est retournée. On a même déclassé du blé bio pour repartir en conventionnel. Comment vous faites pour jouer l'équilibriste entre ces deux injonctions sociétales, conventionnel, bio, conventionnel, bio, conventionnel, bio? Dans une entreprise, on est quand même sur le temps long. Je suis d'accord avec Jacques. On peut pas transformer un conventionnel en bio, ça prend 5 ans quand même. Donc, ouais. C'est des enjeux extrêmement importants pour l'agriculteur au bout de la chaîne alimentaire, au début. On ne peut pas mener tous les combats. Donc, nous, à la boulangère, on a choisi de mener le premier pain de mie bio, c'était en 2001. Donc, sur notre marché, c'était vraiment révolutionnaire, il n'y en avait pas. Donc, c'est plus bio, plus durable, plus équitable. Ça, c'est nos combats. Il y a plein de combats qui ouvrent les portes chaque matin, mais on reste sur ces sujets-là et on essaie de les mener sur le long terme. Donc quand on voit effectivement le marché du bio a connu des hauts et des bas, ça semble se redresser un petit peu. Nous, on est quand même assez fiers de ce qu'on a pu réaliser en tant qu'acteur de la filière. On est sur un bassin de production du blé qui est Deux-Sèvres et Vendée. On a probablement contribué au travers de nos démarches à faire qu'il y ait de la conversion, mais aussi du maintien sur le long terme d'agriculteurs sur le bio. Alors certains s'en retirent pour des questions aussi de problématiques culturelles. Aujourd'hui, on voit ça comme une façon de répondre à une demande. On n'est pas forcément sur l'achat plaisir dans nos produits. Nous, ce qu'on souhaite, c'est adresser l'ensemble des consommateurs. Il n'y a pas de notre part, il n'y a pas de volonté de spécialiser les produits. Le bio, c'est très bien, ça se développe, c'est parfait pour nous parce qu'on est très présent et on fait tout pour que ça continue à se développer. Par exemple, cette année, on a, avec nos partenaires, contribué à monter une autre filière sur le bio, c'est l'huile de tournesol. AEF, c'est bien, c'est un label, mais ce label ne vit que parce que si on développe d'autres filières. Et il y a un travail aussi au quotidien. Alors au quotidien, on est sur le temps long aussi, c'est sur les années. Donc il faut être capable d'amener d'une même démarche. Ça renforce cette démarche. Et plus cette démarche sera renforcée, plus elle sera connue et reconnue des consommateurs. Et plus on aura de facilité à vendre des produits qui répondent à la problématique initiale, qui est une rémunération juste des agriculteurs. On parle de temps long, Jérôme. Est-ce que tu penses que cette démarche agrétique est quelque chose de solide, qui va s'ancrer dans le temps, ou est-ce que l'équilibre est encore un peu fragile? On sait, j'ai ouï dire, dans mon oreillette, on m'a dit que certaines enseignes de la grande distribution sont en train de tirer à nouveau les prix vers le bas. Et est-ce que tu penses que ce label-là, cette démarche-là, peut résister à cette tendance baissière? J'espère, oui. On rentre dedans au 1er janvier, donc j'espère qu'elle va tenir quand même. Ah, mais tu as déjà des premiers indicateurs, des premiers signes. Bien sûr. Je pensais que tu allais me poser la question sur les injonctions sociétales, donc tu vas peut-être me les poser après, je l'espère. Juste après, mais déjà là-dessus pour rebondir sur ce que tu dis. Bien sûr, j'espère que Agriéthique va tenir dans le temps, et il n'y a pas de raison. Là, effectivement, on repart dans une spirale à la baisse, là, pardon mesdames d'être vulgaire, une course à l'échalote, j'allais dire autre chose, mais de la grande distribution sur la guerre des prix. Mais on a déjà vu ça par le passé, et à un moment donné, Michel a parlé de la cam qu'on a pu dans les magasins. À un moment donné, malheureusement, on va être peut-être dans une spirale à la baisse, et à un moment donné, on va revenir à la raison, je pense, parce que certains... On parle du lait, là. Les œufs, voilà. Je suis désolé, je fais partie d'une organisation de producteurs. On visite souvent des magasins parce qu'on rencontre le client. Leur problématique, c'est à midi d'avoir encore des œufs dans les magasins. Ce qui est dingue. Est-ce qu'on parle du prix de l'œuf maintenant? On n'en parle plus. Ce qu'il faut, c'est absolument retrouver de la production et retrouver des producteurs et recréer des bâtiments. Vous vous rendez compte?
Donc à un moment donné, peut-être qu'avec aussi l'injonction des pouvoirs publics, aussi, parce qu'on a besoin aussi à un moment donné, si on parle d'autonomie, enfin on parle de souveraineté alimentaire, mais si on n'a pas les pouvoirs publics dans un pays qui à un moment donné donne un petit coup de main pour qu'on puisse retrouver de la production sur certains, dans nos territoires, on fera rien non plus sur les pouvoirs publics. Et Justement, sur les injonctions sociétales, alors toi, c'est évidemment, en plus, tu es sûr. Tu m'as coupé. Un animal. En plus, encore une fois, des fermes, la taille des fermes, le bien-être animal. Là, pour le coup, ça ne doit pas être simple à gérer au quotidien, tout ça. Non, ce qui est pas simple, c'est parce qu'en fait, on n'est jamais préparé. Vous voyez, on parle beaucoup du bilan, des bilans carbone. Vous savez, moi, il n'y a pas longtemps, finalement, je sais que c'est les vaches, les ruminants qui contribuent largement au gaz à effet de serre. C'est con. Mais dans le même temps, depuis 50 ans, le nombre de vaches en France et en Europe a été presque divisé par 2. Et le nombre d'avions qu'on voit dans le ciel a peut-être été multiplié par 5. Alors, Pour transporter des gens qui vont peut-être aussi bien en vacances et des fringues, que pour des affaires. vendues pas cher. Et les fringues, ça tombe bien, c'est d'actualité. Mais voilà, donc à un moment donné, je pense qu'aussi que nous, la profession, on n'a pas été bon. On n'a pas été bon parce qu'on n'a pas su mettre en avant ce pourquoi on était là. Et le pourquoi, à un moment donné, il y a des producteurs de lait, des producteurs d'œufs, des producteurs de viande, c'est parce qu'on a une fonction nourricière avant. Et ça, on est en train de le réexpliquer. Vous vous rendez compte ? On ne l'expliquait pas avant la guerre, quand tout le monde avait besoin de manger la tranche de lard et puis le beurre et le lait. Donc on a aussi une fonction nourricière, on a aussi une fonction quand même, c'est quand même nous qui entretenons le territoire. Et ça, au travers des démarches qu'on a avec nos industriels, avec le client, et puis au travers de démarches comme Agriéthique, si on arrive à l'expliquer, c'est parce qu'ensemble, on s'entend bien et on sait qu'il y a de véritables enjeux. Mon pot de yaourt que mon transformateur Andros va vendre auprès de la RHF ou auprès de la grande distribution, j'ai pas envie qu'un consommateur se dise c'est fait par une vache qui pète et puis qui pollue la planète. Non, on est là aussi pour expliquer que la vache qui pète, elle entretient le territoire et puis finalement, même ma vache qui pète va moins polluer que le yaourt qui est fait avec de la poudre de lait qui vient de Tataouine et qui a traversé toute l'Atlantique. Donc on fait face à ça. Arrêtons d'être sur la défensive. Non, au contraire, soyons un petit peu plus sur l'offensive sur tous ces sujets-là. Et vous parlez tous de souveraineté alimentaire. Moi, il y a des fois, j'ai tendance à m'énerver un peu. Je suis très calme, rassurez-vous. Mais la souveraineté alimentaire, c'est le mot facile à la mode. Mais la souveraineté alimentaire d'un pays, elle peut aussi se faire quand on va acheter la bouffe à l'étranger. La souveraineté, c'est la capacité d'un pays à donner à manger à sa population. Et c'est pour ça que je préfère parler d'autonomie alimentaire. C'est complètement différent. L'autonomie, c'est quand on produit, on transforme et on fabrique sur place. Et on vend. Et j'aimerais qu'on fasse attention. Parce qu'on est souverain en volaille de chair en France. On a tous... mais on importe 40% depuis 10 ans. Donc bravo. Voilà. Idem sur certains fruits et certains légumes. Voilà, j'espère qu'en tout cas, ces saines paroles, ces sages paroles vous ont convaincu de continuer à croire coûte que coûte, vaille que vaille, dans cette formidable démarche qui s'appelle Agriéthique. Là, vous avez un panel extrêmement représentatif de ce qu'est la croyance dans cette démarche, de l'amont à l'aval. Donc, je remercie et gros applaudissements à Michel Biraud, ancien patron de la grande distribution, à Jérôme, éleveur, à Gilles, patron déjà de la boulangère, à Jacques, avec qui on a parlé évidemment canard, et puis à Jean-Marie. Merci beaucoup. Maintenant, on va aller se restaurer et ensuite remettre les trophées pour ceux qui le méritent. Il y en a plein. Merci à vous.